Bonjour, nouvelle étape dans nos rencontres avec des professionnels du multimédia. Aujourd'hui, nous sommes reçus chez lui par Alexandre Brachet à Paris. Alexandre a créé en 1998 la société Upian, qui travaille sur Internet. C'est une société de production. Elle crée des sites web d'information, elle travaille dans la publicité et elle aide à la production de web documentaires. Le premier web documentaire soutenu par Upian, c'était La Cité des Mortes en 2005, qui raconte la ville mexicaine de Ciudad Juárez, qui détient le record mondial d'homicides contre les femmes. Puis Upian a été derrière la création de web documentaires devenus célèbres pour certains d'entre eux, notamment Prison Valley. Alexandre, au départ, vous n'êtes pas photographe ni journaliste. Pourtant, tu soutiens des œuvres de création de journalistes. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce terrain et à te lancer dans la production de web documentaires? C'est une longue histoire. Moi, j'ai créé Upian en 1998. Et en fait, à l'époque, je m'étais associé avec des producteurs de cinéma. Convaincu, Upian, c'est depuis le départ une boîte qui fait de l'Internet. Alors, au fil des années, évidemment, notre métier, notre ligne s'est affinée, mais l'intuition de départ, c'était, et je reviens sur l'association avec des producteurs de cinéma, c'était que j'étais convaincu, et je le suis toujours, qu'Internet est l'endroit pour raconter des histoires. Et en fait, aujourd'hui, Internet est certainement le plus bel endroit pour raconter des histoires. C'est-à-dire, c'est certainement un des plus beaux terrains de jeu pour les créateurs. Et donc, voilà, c'est un très long cheminement. Moi, j'ai toujours été baigné dans l'information et dans le, comment dire, dans le cinéma. Je dois dire qu'au quotidien, je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de films, beaucoup de livres. Et c'est assez naturellement que je suis arrivé au documentaire. En fait, pendant plusieurs années, Internet, et c'est encore le cas aujourd'hui, toujours été le reflet du monde réel. Et donc, je pense que c'est un chemin assez naturel, en fait. Quand on commence à produire et autoproduire des contenus sur Internet, parce que ça reste quand même un des fondamentaux du net, c'est que tout le monde peut produire des contenus, eh bien ça me semble être un chemin naturel que de commencer par le documentaire, à savoir porter un regard personnel ou un regard d'auteur sur le monde réel. Et moi, mon métier petit à petit, c'est fabriquer un métier de producteur. Donc je suis là plus pour accueillir les histoires des autres et le regard des autres. Mais on va y revenir. Hein. Et voilà. Et peut-être que les photographes, les photojournalistes et journalistes ont fait partie des premières personnes à s'emparer de l'Internet. Alors pour quelles raisons, je ne sais pas exactement, mais j'imagine que la révolution numérique qui a percuté de plein fouet le monde de la photographie n'y est pas étrangère. Et c'est vrai que quand les photographes ont vu leurs outils se transformer quasiment de tout au tout, hein, eh bien ça veut dire qu'ils ont eu naturellement, eux, cet accès au monde digital, au monde numérique, à l'écran, à l'ordinateur. Et c'est peut-être ça qui a fait, voilà, qu'on a vu arriver, en tout cas nous, quand on a commencé à lancer des appels en disant bah, on veut rencontrer des auteurs, moi je veux voir des gens qui ont des histoires à raconter. Les premières personnes qui sont venues ont été régulièrement des couples dans le travail, hein, journalistes, en tout cas stylo, plume, et photographes. Voilà. Et c'était le cas de Jean-Christophe Rampal et Marc Fernandez sur La Cité des Mortes. C'était le cas évidemment de David Dufresne et Philippe Brault, mais c'est aussi le cas de Mickaël de Verplana et Isabelle Fougère. Et c'est peut-être demain le cas encore d'autres aventures, puisqu'on travaille étroitement en tout cas avec Patrick Codomier de l'agence Vue. Et voilà, c'est pas impossible qu'on recommence comme ça à travailler avec ce type de couple plume et caméra, photographie de l'autre. Mais quand tu as lancé Upian en 98, à ce moment-là, tu n'avais pas encore en tête d'aller dans ce chemin-là autour du web documentaire. Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'as fait le déclic de te dire, voilà, maintenant, on va essayer d'aller dans ce sens-là? Non, c'est très juste. 98, documentaire non, mais en tout cas, dès le départ, une conscience politique. C'est-à-dire que pour moi, l'Internet, c'est un terrain politique. Et donc, dès le départ, on a passé beaucoup de temps à passer d'un côté et l'autre de la rive entre
peaufiner nos outils, et effectivement, tu l'as dit, travailler, en tout cas au début, au tout début, on a travaillé un petit peu dans la publicité, depuis beaucoup moins, mais travaillé beaucoup pour les médias, fabriquer des interfaces de sites médias, réfléchir à la mise en scène de la formation, ça c'est toujours un métier historique, mais on y reviendra. Et de l'autre côté, essayer d'impacter le monde dans lequel on vivait, donc à l'époque, il y a 15 ans, c'est-à-dire prendre position sur le politique. Mais le déclic la première fois moi, que j'emploie le mot web documentaire, c'est en 2003-2004. Ça vient après une aventure éditoriale qui s'appelle présidentiel.net. Puisqu'en 98, j'avais acheté ce nom de domaine qui s'appelait présidentiel.net, avec l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire, un média éphémère en tout cas autour de l'élection présidentielle de 2002. Tu peux peut-être raconter cette aventure-là. C'est une aventure éditoriale assez extraordinaire. C'est un peu dans la logique des fanzines, Internet appartient à tout le monde, on peut y fabriquer un média sans demander l'autorisation à personne, il n'y a pas de commission paritaire, il n'y a pas de frein à l'imprimerie, il n'y a pas de... et puis on peut toucher directement le public, etc., etc. Choses qui ont légèrement disparu aujourd'hui, mais c'est un autre débat. Et donc, petit à petit, avec la confiance d'amis, de connaissances, j'ai réussi, si tu veux, à réunir un tout petit budget et surtout des talents autour d'un triptyque fondateur. Construisons un média éphémère autour de la campagne présidentielle. Et le triptyque, c'est information, service et divertissement. En gros, information, ça veut dire rédacteur en chef et des journalistes. Le service, c'est une dimension essentielle de l'Internet et qui est encore aujourd'hui une composante extrêmement forte de l'Internet. En tout cas, en tant que lecteur, la frontière entre le service et l'information, elle est parfois ténue. Et puis, ce que j'appelle divertissement, c'est un mot doux pour parler plutôt d'humour, et à l'époque, en tout cas, d'humour potache, de caricature. Et voilà, moi, mon modèle, c'est Charlie Hebdo, c'est Harakiri, c'est Canard enchaîné. Cette promesse qu'on peut parler de politique un peu autrement. En tout cas, à l'époque, en 2002, dire que Internet est l'endroit pour peut-être décaler légèrement le discours sur la politique. Il se trouve que ça a été une aventure vraiment très très forte. Et le début, si tu veux, de la mise en relation de métiers assez différents. Donc des journalistes, mais aussi des humoristes, et puis des graphistes et surtout des développeurs, des techniciens, tout ça qui travaillent ensemble. Et si tu veux, à l'issue de alors il faut se rappeler aussi qu'en 2002, c'est quand même en France l'arrivée du Front National donc de Jean-Marie Le Pen au second tour. Hein. Donc c'est un moment politique extrêmement fort pour toute notre génération, et qu'on se retrouve au cœur de tout ça, quoi. Bon. Je le donne souvent comme exemple, mais le soir du 21 avril... Le 21 avril, c'est le premier tour. Le premier tour, effectivement, où Le Pen, où Jospin est éliminé. Juste sur un seul forum, un message qu'on ouvre à l'époque avec Alexandre Picard, qui était le rédacteur en chef, qui est aujourd'hui journaliste au Monde, titré « Le vote coupable ». Il y a 16 500 réponses en quelques heures, et le fil finira à 150 000. Réponses. Donc un seul message qui fait 150 000 réponses, ça donne la mesure de la place qu'avait pris présidentiel.net dans le débat citoyen, avec des gens qui s'organisent, qui se mettent à construire des partis politiques, et puis des milliers de messages à côté, et puis à ce moment-là, la décision d'ouvrir la rédaction à tout le monde, etc. etc. Donc cette aventure, elle est assez fondatrice pour pas mal de gens qui ont participé, et à l'issue de ça, ma conviction que Internet est un endroit pour raconter des histoires, qu'elles soient politiques ou autres, elle est renforcée. Alors pour quelle raison, j'en sais rien. Peut-être que ça m'a donné confiance aussi, présidentiel.net, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et donc je me mets à étudier un peu tout seul, à faire une sorte d'étude pour voir si mes intuitions sont vérifiées. Donc je vais voir, à l'époque on appelait ça des portails, donc Wanadoo, etc. Je vais voir des diffuseurs, je vais voir aussi le Centre National de la Cinématographie, le CNC. Et en leur disant, voilà ce que nous on a fait là depuis quelques années, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui un jour pourra être aidé par le CNC? Alors pour les gens qui nous regardent, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est que le CNC, son rôle traditionnel, et puis comment il bouge un peu aussi. Hein. Ah bah oui, donc le CNC, c'est le Centre National de la Cinématographie et de l'Image Animée.
Et donc c'est c'est une institution désormais qui a participé à ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Hein. C'est-à-dire que c'est une association publique. Hein. C'est de l'argent public qui est donné aux auteurs ou aux producteurs pour les aider à fabriquer leurs œuvres. Et donc traditionnellement, le CNC, c'est avant tout le cinéma. Hein. Donc ce sont des avances sur recettes, voire des subventions. Donc c'est un système assez vertueux et très spécifique à la France. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas c'est un immense soutien à la création et aux auteurs. Et cette rencontre avec le CNC, elle est capitale. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a des gens qui, en même temps que moi, réfléchissent à ça, et qui non seulement écoutent, mais sont eux-mêmes en train de travailler à ça. Et donc voilà, je pense que le déclic, il est là, si tu veux. C'est que se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas tout seul à penser ça, et que y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc pendant quelques années, je vais quand même continuer à produire tout seul. Et La Cité des Mortes ou Thanatorama, par exemple, sont des œuvres qu'on a auto-produit, même si Thanatorama a été aidé par le CNC finalement aussi, par un fonds qui s'appelle DICREAM, de manière anecdotique par rapport à ce que le CNC est capable désormais d'amener dans les productions interactives. Mais voilà, il y a c'est ce début, c'est cet écosystème qui, voilà, c'est des petites bulles là, qui se mettent à frémir. Donc je pense que c'est ça le déclic, quoi. Et puis c'est aussi le succès des premiers programmes qu'on va produire, La Cité des Mortes et Thanatorama, sont des programmes qui rencontrent immédiatement leur public. On en est sur la taille du public, le nombre de gens qui viennent regarder ça. Est-ce que tu peux donner des chiffrages, qu'on se rende compte de ce que cela représente? Ah, c'est très très variable. L'audience, en tout cas les chiffres et l'Internet, c'est un sujet énorme. Je pense que la première des choses à dire, c'est qu'Internet, c'est surtout un endroit de niche. Hein, c'est l'inverse de la télévision. C'est tout le contraire. Donc c'est l'abolition d'une tradition qui aura été finalement éphémère dans l'histoire des médias, c'est-à-dire un très grand nombre de gens qui sont réunis devant un canal qui est pratiquement unique. Si on prend l'exemple de la France, que je connais mieux évidemment, pendant des dizaines d'années, il y a 3 chaînes, puis ensuite 6, et donc ce sont des millions de personnes qui se donnent rendez-vous à 20h30. Voilà. Internet, c'est l'inverse, mais l'inverse absolu. C'est-à-dire que c'est des milliards de spectateurs, mais c'est aussi des milliards de contenus. Et donc, l'audience ne se mesure plus du tout de la même manière, et j'ai même envie de dire que, et tant mieux, et donc c'est très compliqué ces questions d'audience. Parce que malgré tout, quand on est producteur ou diffuseur, on a toujours envie d'avoir le plus d'audience possible. Mais je pense que c'est un mauvais réflexe. Et je pense que la culture a tout à gagner à éviter d'essayer de rassembler le plus grand nombre. Voilà. Ceci étant dit, je vais répondre à ta question. C'est très très variable. Nous, le programme qui a fait le plus d'audience aujourd'hui, c'est Alma. Hein, et sur le web, on est proche du million de spectateurs sur Internet. On va y arriver tout doucement, en tout cas maintenant sur la longue traîne. Mais sinon, c'est en centaines de milliers, oui. Alors avec après certains programmes qui sont beaucoup plus intimistes. Je pense par exemple, formidable travail de Philippe Brault, que je crois vous avez interviewé précédemment, qui s'appelle Le Jeu des 1000 histoires, autour du jeu des 1000 euros. Qui est un des plus beaux programmes qu'on a produit et qui est resté confidentiel, mais il est resté confidentiel parce que c'est justement parce qu'il se sent bien dans cette confidentialité-là. Voilà, hein. Parce que c'est un travail intime, c'est un travail délicat, voilà. Bon. Mais donc ça va de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers. Voilà. Donc mais ce sont des chiffres quand même qui sont considérables, c'est-à-dire que pour le documentaire en tout cas, et notamment dans le cas d'Alma où on est quand même dans une case de documentaires de création durs, hein, ce sont des chiffres considérables qui témoignent de l'appétit des internautes et des spectateurs pour ce type d'œuvre. Alors, présentons Alma. Donc, Alma, c'est une enfant de la violence. C'est une jeune fille guatémaltèque qui raconte sa vie, qui n'est pas faite que de roses. Comment est né ce travail?
Alors l'histoire de la rencontre avec ce programme, elle est à mettre au crédit de Patrick Audomier de l'agence Vue. Donc l'agence Vue étant une agence de photojournalistes, hein, que tout le monde connaît plus ou moins, en tout cas selon son niveau d'implication dans le photojournalisme, mais c'est une agence très très solide évidemment. Et Patrick est quelqu'un qui s'intéresse à l'internet depuis très longtemps, et donc régulièrement on a des rendez-vous ensemble, discute, il nous montre des travaux de ces photographes, des photographes qui représentent, etc. Et donc un jour, c'est lui qui nous montre le travail de Michael de Weber-Plana. Et très vite, alors Michael était au Guatemala, et donc je rencontre une seconde fois Patrick et Isabelle Fougère, parce que là aussi on est en face d'un couple, hein, Michael photographe et Isabelle journaliste de presse écrite. Et donc c'est Isabelle qui la première me raconte en détail cette fois-ci l'histoire de cette fille Alma, qui à l'époque a 25 ans, et qui, quand je rencontre Isabelle, donc Isabelle me dit voilà, c'est l'histoire. Donc j'ai les photos, les premières photos, quelques photos de Michael sous les yeux. Je suis avec Sébastien Brottier, mon compère, et Margot Missica aussi qui produit avec moi. Sébastien Brottier étant à Upian la personne qui met en scène les interfaces. Et donc petit à petit on découvre l'histoire de cette fille, quoi, donc qui a passé 5 ans pardon, parce qu'il y a 10 ans entre le moment où elle est rentrée et le moment où on la rencontre, on va dire, mais c'est l'histoire d'une fille qui a passé 5 à 6 ans dans un des gangs les plus violents du Guatemala, et qui va témoigner, raconter son histoire avec une sincérité et une vérité tout à fait hors norme. C'est-à-dire qu'on va arriver, si tu veux, à avoir au final un document d'une grande rareté, c'est-à-dire un témoignage pur de l'intérieur. C'est-à-dire c'est d'un coup tu décides d'aller vraiment du côté des méchants, hein. Et puis tu décides de ne pas donner la parole aux gentils. Tu décides juste, pour une fois, d'essayer d'écouter quelqu'un, de prendre le temps de l'écouter de l'intérieur. Et voilà aussi ce qui m'a touché, c'est-à-dire au-delà de l'histoire complètement hallucinante d'Alma, je ne vais pas la dévoiler ici, je vais inviter les internautes à aller la voir, mais c'est effectivement une histoire qui est extrêmement difficile, c'est une histoire de vie hallucinante. Ce qui m'a touché tout de suite, c'est la volonté de Michael et d'Isabelle de préserver cette parole, hein. Et donc au final, on va avoir une histoire qui est en tout cas un archétype d'histoire. C'est l'histoire d'un monstre, mais c'est l'histoire d'un monstre qu'on va peut-être petit à petit se mettre à aimer et à comprendre, quoi. Et donc on est dans des problématiques de narration, personnellement, que j'affectionne tout particulièrement, la complexité de l'âme humaine mélangée à des conditions évidemment politiques, économiques, etc. Alors, on voit bien, dans la façon dont tu racontes la naissance du projet Alma, que ton rôle est très loin de se réduire au financement d'un projet. Tu es impliqué dès le départ dans le projet éditorial. Et comment est-ce que tu procèdes? J'imagine qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui viennent te voir avec des projets plus ou moins intéressants, et que tu dois passer un certain temps à évaluer tous ces projets-là. Oui. Qu'est-ce qui t'intéresse en particulier? Qu'est-ce que tu attends d'un projet? Et qu'est-ce qui a des chances de susciter ton intérêt? Ça c'est une question compliquée. C'est avant tout... Il y a beaucoup d'irrationnel dans le choix d'un producteur de s'engager. Je pense que c'est avant tout le talent. Quand tu vois pour la première fois des photos de Michael de Weber-Plana, c'est une évidence qu'on est en face de quelqu'un qui a évidemment beaucoup de talent. Et puis surtout, aussi, en même temps, en parallèle, la force de l'histoire. Moi, je suis là pour raconter des histoires. Moi, mon métier de producteur, c'est ça, c'est raconter des histoires. Et je les raconte sur Internet, mais je raconte des histoires. Donc il faut qu'il y ait une puissance narrative, et si possible une puissance narrative qui aille au-delà du sujet. Un bon documentaire, qui soit en télévision, en cinéma ou sur Internet, c'est globalement une histoire qui raconte un sujet très précis, mais c'est aussi, si possible, ce sujet qui sert de support à une autre grande histoire, quoi. Et quand je dis Alma, c'est l'histoire d'un monstre qu'on va se mettre à aimer, on est bien au-delà, en tout cas moi dans ma perception, on est bien au-delà juste de la situation des gangs et du Guatemala, quoi. Et on a, en tant que spectateur avec Alma, un rapport au personnage, à l'identification, alors même
qu'on est urbain et parisien ou campagnard dans la campagne anglaise, peu importe. Mais en tout cas, on est loin du Guatemala et loin des gangs, mais on a un rapport d'identification parce que ce qu'elle raconte, ce sont des choses que on a tous vécues plus ou moins. En tout cas, pas forcément personnellement, mais voilà, quand elle raconte l'histoire de sa relation avec son père, quand elle raconte son rapport aux études, quand elle raconte comment elle tombe amoureuse, quand elle raconte comment elle perd son enfant, ce sont des drames. Elle resitue dans son contexte, mais qui sont des choses beaucoup plus générales, évidemment, quoi. Donc voilà, une bonne histoire, je sais pas, j'ai toujours difficile de dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne histoire. En tout cas, une bonne histoire, c'est, je pourrais dire ce que ça n'est pas. En tout cas, ce n'est surtout pas un thème, quoi. Voilà, c'est pas un thème. Moi, j'ai pas besoin de thème. J'ai envie d'histoire, j'ai envie d'humain, j'ai envie d'intime. Voilà. Donc c'est une fois qu'on a dit ça, une fois que ça c'est notre ligne à Upian, essayer de voilà. Après, on pourrait, quand on regarde ce qu'on a produit jusqu'à aujourd'hui, il y a malgré tout autour de ça quand même des thèmes qui se dégagent. Et effectivement, on a plutôt jusqu'à présent exploré des choses qui faisaient écho à la dureté du monde dans lequel on vit, et notamment une critique du capitalisme, une critique que j'espère constructive en tout cas, mais essayer de comprendre, si je prends l'exemple de Prison Valley, bien sûr que c'est l'histoire de l'industrie de la prison, bien sûr que c'est l'histoire d'un endroit précis aux États-Unis, mais c'est aussi l'histoire d'un monde qui devient dingue. Qu'est-ce que c'est que ce monde où on fait du pognon sur l'enfermement? Qu'est-ce que c'est que ce monde où des prisonniers qui sont condamnés à des très grosses peines dans des prisons d'État travaillent pour un salaire de $100 et leur métier c'est de construire des cellules haute sécurité destinées à alimenter l'industrie de la prison. Ça pose évidemment des questions gigantesques sur l'incarcération de masse, etc., etc. Donc voilà, jusqu'à présent on a plutôt été dans cette direction, d'essayer de comprendre la dureté du monde. Je dirais qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus ouvert en termes de sujets et je sais que j'aurais assez envie de me rapprocher un petit peu de mon environnement urbain occidental et d'aller creuser un peu dans l'intime de ce qui fait quand même une grosse partie du monde dans lequel on vit. Et alors après, il y aurait une deuxième quand même chose un peu plus pragmatique, c'est que quand on est producteur, on se doit aussi de connaître la ligne éditoriale des diffuseurs avec lesquels on a envie de travailler. Ce serait une grosse erreur que d'aller taper à la porte d'un diffuseur en disant bah, j'ai telle histoire, alors que le diffuseur a passé 6 mois à dire que c'est surtout pas les histoires qu'il aurait envie de dire. Donc il y a aussi un métier comme ça de relation, de proximité avec le diffuseur pour être aussi en symbiose avec lui. Hein. Donc, tu es à l'interface entre le... Oui, un producteur, c'est ça. Un producteur, c'est le diffuseur. Le producteur, il est là pour permettre à des auteurs de raconter leur histoire. Et pour arriver à ça, il va effectivement accompagner le travail éditorial des auteurs, plus ou moins en fonction des cas. Et puis évidemment, financer, donner les moyens de la bonne fin, la garantie de bonne fin de cette œuvre-là, et dans les meilleures conditions possibles. Et le fait est qu'en France, sur Internet, une des possibilités, c'est de travailler avec des diffuseurs, et notamment les diffuseurs publics que sont France Télévisions, Arte, évidemment, avec lequel on a une relation particulière, et Radio France. La photographie fixe occupe un choix éditorial qui occupe beaucoup de place dans les productions web documentaires, sans doute la vidéo un peu moins. Pourquoi cela? C'est une volonté de privilégier la photo fixe? Est-ce que c'est une forme de méfiance à l'égard de la vidéo? Non, c'est absolument pas une forme de méfiance à l'égard de la vidéo. Écoute, je sais pas par où le prendre. À Upian, donc un gars que j'ai cité, hein, qui s'appelle Sébastien, lui, à Upian, il a un rôle de directeur artistique global. Hein. Et lui, il est baigné dans la photographie. Donc c'est aussi lui la passerelle avec la photographie. C'est pas que moi, quoi. C'est aussi lui et il a une connaissance beaucoup plus fine que moi des photographes et du monde du photojournalisme. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'intuition beaucoup. Et donc, je consomme énormément de photographies depuis des années, ne serait-ce que parce que je lis, tu l'as vu en arrivant ici, il y a des journaux, hein, je le dis
à nos amis qui nous regardent. Je lis aussi des journaux papier. Hein. Donc voilà, moi c'est plutôt ça ma culture. C'est que depuis 20 ans, 25 ans, tous les jours, je consomme du photojournalisme dans la presse, et principalement la presse française. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je crois, et j'en suis persuadé, puisqu'on le fait encore très récemment, que la photo et l'écran d'ordinateur et l'Internet, ça marche, quoi. Ça marche vraiment. Mais là, c'est une histoire d'usage. Et j'ai envie de dire le dessin aussi. C'est-à-dire que l'image fixe sur un écran d'ordinateur qui permet au spectateur d'appréhender en quelques secondes un récit, parce qu'une photo c'est un récit, ça fonctionne avec l'ordinateur, y compris dans la proximité qu'on a avec l'écran, qui est évidemment beaucoup plus proche que celle de la télévision et beaucoup plus proche que celle du cinéma. Voilà, il y a aussi ce truc naturel, moi je mets sous l'enveloppe usage, photo et ordinateur, photo et internet, ça fonctionne, voilà, ça marche. Voilà. C'est un message qui peut certainement intéresser des photographes dont beaucoup souvent se disent que pour travailler sur internet, pour faire du multimédia, il faut aller vers la vidéo, mais peut-être pas forcément. Non, pas forcément. Et puis après, il y a des histoires qui se racontent très bien en photo, d'autres qui se racontent en vidéo. Après, c'est aussi, voilà, ça dépend évidemment des histoires qu'on veut raconter. Je pense que pour rendre compte du monde réel avec un point de vue, les photojournalistes, ça fait quand même quelques années qu'ils le font. Enfin, tu vois, donc voilà, il y a une forme comme ça de couple naturel, Internet et photojournaliste. Je reviens à Alma, que tu as produit très récemment, et je crois que c'était la première fois qu'il y a eu une adaptation pour les tablettes d'un web documentaire. Pourquoi avoir fait ça? Qu'est-ce que ça change dans la façon de faire, dans la réception aussi par le public? Alors, pour être totalement transparent, le fait... Alors déjà, découvrir Alma sur une tablette, c'est le plus bel endroit pour le découvrir. Mais c'est un accident. C'est un accident de production. Quand on commence à travailler sur Alma, les tablettes démarrent, mais il n'y a pas encore l'engouement ou en tout cas le volume en termes de distribution qu'on a aujourd'hui. Et donc le principe d'Alma, en tout cas en termes de navigation, c'est un système de split screen, mais au lieu d'être latéral, il est haut bas. Et on a donc l'écran principal que moi j'appelle une confession, où c'est Alma qui parle et qui raconte. Et puis en haut de l'écran, on voit qu'il se passe quelque chose. Et si on amène sa souris, on a un deuxième film, en fait, une sorte de rideau qui descend. Et là, ce deuxième film, il accueille principalement, cette fois-ci, des photos ou des dessins ou des pastilles vidéo très très courtes qui sont très très proches de la photo. Et cette fois-ci, on est plus dans le domaine de l'évocation. Et donc, en termes de montage, on va laisser la liberté au spectateur de choisir entre l'un et l'autre. Et il y a des gens, ou même moi, il y a des fois où je reste entièrement avec Alma, pratiquement, où je vais même pas en haut. Ça dépend de son humeur, ça dépend du public auquel je le montre. C'est-à-dire qu'on a aussi encore avec Alma, même si on n'a plus de clics, cette possibilité que chacun ait un parcours presque unique dans la manière de découvrir l'histoire. Et donc, si tu veux, au moment où... Ça, c'est des mois et des mois de travail pour réussir à trouver le bon format. Et puis, à un moment donné, on se rend compte, on se dit, mais en fait, sur une tablette, si au lieu d'amener sa souris, si on faisait baisser et monter avec le doigt, peut-être que ça va marcher. Et il se trouve que non seulement ça marche, mais que ça rajoute quelque chose en plus, puisque ça rajoute une dimension tactile. C'est-à-dire que là, tu te mets à la toucher, cette fille, le personnage. Et là, c'est indicible, il faut le tester pour se rendre compte. Mais voilà, donc ça donne un objet totalement adapté à la tablette, mais c'est un accident de parcours, c'est un accident de production. Ça n'a pas été pensé dès le départ, c'est en toute fin de production qu'on se dit que finalement, cet écrin-là va certainement être un des plus beaux endroits pour le découvrir. Et encore aujourd'hui, je pense que vraiment, il n'y a pas photo, quoi. Parce qu'on c'est ni un film, ni un livre, c'est autre chose, quoi. Ouais, ça marche vraiment bien sur les tablettes, ouais, en effet. Et ça marche bien au point que derrière, il se peut qu'il y ait un changement dans l'économie. Alors non, parce que poussé par peut-être une croissance de l'audience grâce à Alors non, ça. parce qu'en termes d'audience, par contre, c'est un effet complètement inverse. C'est-à-dire que les chiffres aujourd'hui d'audience sur les tablettes sont tout à fait anecdotiques. Alors pour être honnête, ça fait un an que j'ai pas été vérifié sur l'App Store les chiffres. Peut-être que j'aurai une énorme bonne surprise.
mais je ne crois pas. En fait, c'est assez compliqué de suivre l'audience sur les tablettes, hein, pour information. Merci Apple. Enfin, ça revient à ce qu'on disait au début, on s'en fout de l'audience de masse. Non, aujourd'hui, 1 million sur le web, quelques dizaines de milliers sur les tablettes. Voilà, le ratio, il est là. Notamment parce que moi, j'ai peut-être pas réussi à faire la promotion de cette destination tablette du programme correctement. Mais c'est franchement pas facile, et ne serait-ce que parce que jusqu'à aujourd'hui, le mot documentaire dans l'App Store, c'est un peu un gros mot, quoi. Alors ça va changer évidemment, mais en tout cas il y a un an et demi, c'était pratiquement un gros mot. Ça n'existait. Quand tu tapes documentaire, en tout cas il y a quelques semaines, j'ai fait l'essai. Tu tapes documentaire dans l'App Store, il y avait 2 programmes, c'était Prison Valley et Alma. Donc, comme ça c'était clair. Donc voilà, ça te donne voilà, c'est normal, c'est un terrain qui est encore tout neuf. Et aujourd'hui, l'App Store reste principalement un endroit pour accueillir des services, mon itinéraire, ma réservation de place, ou de la presse, ou des jeux, voilà, ou des films évidemment. Mais ce type d'œuvre hybride, c'est pas encore là, quoi. Alors ça arrive avec les livres pour enfants, quoi, voilà. Ce qui serait peut-être le plus proche, ce serait les livres pour enfants légèrement interactifs, quoi. Tu peux nous dire un peu sur quel projet tu es actuellement? Web documentaire, sans révéler ce qui ne doit pas encore l'être à l'heure qu'il est, mais ce qui est en train d'être cuisiné, quoi. Oui, alors on travaille depuis 2 ans presque maintenant, alors sur un programme qui est un peu différent en termes de format, puisque ça va être un programme de second écran qui s'appelle 24 heures Jérusalem. Il y a à l'origine un programme de télévision, un documentaire qui est produit par des Allemands et coproduit par la société de production Allegria en France et notamment Serge Gordet, qui dure 24 heures. Donc c'est un format documentaire assez original. La diffusion va commencer le samedi à 6h du matin et se terminer le lendemain à 6h du matin. Donc il n'y a pas que Netflix qui diffuse des séries comme ça. Bon, il faut arrêter. Il faut savoir que ce programme de 24 heures raconte la vie de 24 heures à Jérusalem de plusieurs personnages. Donc on a comme ça collusion fond-forme qui se crée et qui va être assez étonnante. Et il n'y a évidemment que Arte en France pour être capable de bousculer sa grille et faire ça. Et donc effectivement on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de faire quelque chose d'intéressant. On a une sorte d'événement documentaire. Et ça m'intéresse quand tu vois, quand il y a quelque chose d'un peu d'original qui se passe dans le paysage audiovisuel, on vient, on s'engouffre. Et donc on travaille depuis vraiment, c'est un très très long travail parce que c'est difficile, c'est une coproduction internationale, c'est un long processus. Et donc on va fabriquer une expérience de second écran en temps réel. Donc c'est ça qui demande beaucoup de travail, c'est d'être capable de préparer le temps réel, de préparer le direct. Donc ça va jouer soit sur ton ordinateur, soit sur ta tablette, soit sur ton téléphone. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des contenus qui vont se mettre en écho, en reflet de ce qu'il y a à l'antenne. Et ces contenus-là peuvent être assez protéiformes. Ça peut être des infos sur ce qu'on voit, sur les personnages. Ça peut être des cartes. Ça peut être des citations. Ça peut être des informations géopolitiques, historiques, économiques, géographiques, etc. Mais surtout, on va fabriquer en temps réel, avec une équipe, et il y aura des photojournalistes dans l'équipe, et peut-être Philippe Brault, une sorte d'expérience de cinéma direct, avec les formats très courts qu'on voit apparaître, et notamment Vine, c'est ce petit logiciel qui permet de faire des vidéos de 6 secondes depuis Twitter. Donc une équipe sur place à Jérusalem qui, pendant la diffusion, va fabriquer, elle, en temps réel, plein de petits films. Donc voilà, ça va donner une espèce de programme complètement hybride. Voilà un des beaux projets sur lesquels on travaille. Un deuxième qui est très très différent, qui s'appelle Do Not Track. Et là, tu sais, quand on surfe sur Internet, on s'en rend pas compte, mais chacun d'entre nous laisse des petites traces, quoi. Hein, plein de tiny data points, toutes petites traces qui continuent. Et finalement, in fine, une énorme base de données en quintillions. Voilà, c'est ce qu'on appelle le big data. Alors certains appellent ça le pétrole du 21e siècle. Moi, je me garderais bien d'employer cette expression. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse,
c'est de comprendre, en tout cas d'un point de vue grand public et pas du tout NSA ou voilà, qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne, et en tout cas d'essayer de faire au moins à minima prendre conscience à tout le monde, et puis de raconter surtout une belle histoire autour de ça. Voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait que Google apprend à un père avant que sa fille lui dise que celle-ci est enceinte. Voilà, tout un tas d'anecdotes comme ça dont on est au quotidien abreuvé. Et donc là, on travaille avec un auteur canadien qui s'appelle Brett Gaylor, quelqu'un qui avait travaillé précédemment sur la culture du remix. Qui avait fait un film qui s'appelait RIP, The Remix Manifesto, qui est une sorte de pamphlet pro-remix. Donc voilà, quelqu'un qui est dans cette culture numérique, voilà, et qui a une manière de raconter l'histoire qui est super. Et là, le format va être vraiment chouette, c'est-à-dire qu'on va essayer, et là aussi il y a une collusion fond-forme, de raconter une histoire à tout le monde. Ça, c'est classique, c'est ce que fait le cinéma. Et en même temps, une histoire directement à toi qui me regarde. Parce que toi, internaute qui me regarde, de plus en plus, je te connais. Et voilà, comment on peut jouer sur un storytelling qui mélange one-to-many et one-to-one. Et ça continue la réflexion sur comment est-ce qu'on adapte ça aux tablettes? Ou bien Alma, c'était le coup par accident et que ce n'est pas poursuivi dans la réflexion? Non, on fait attention aujourd'hui, si tu veux, à ce que tous nos contenus soient accessibles sur quel que soit l'appareil. Et c'est vraiment en fonction des programmes. C'est-à-dire que si demain on a une histoire et une équipe et une œuvre qui se dessine pour être complètement adaptée aux tablettes, super, on ira. Mais c'est pas un dogme et c'est pas une direction, c'est toujours en fonction de l'histoire. Après, on essaye vraiment de plus en plus de faire en sorte que quel que soit l'appareil qui se connecte à l'histoire, il puisse lire le contenu. Voilà. Et il faut reconnaître que ce sont des problématiques au quotidien qui sont extrêmement compliquées à gérer, parce que ce sont des défis technologiques qui demandent énormément de travail au quotidien pour justement garantir une expérience de qualité, puisque nous c'est ce qu'on défend, c'est-à-dire que vraiment toujours une expérience de qualité. Donc par exemple pour Matignon, peut-être que vous mettrez le lien là, de Matignon au regard croisé, qui est un récit photographique, alors qu'il y a une commande institutionnelle, le fonctionnement de Matignon, lieu de patrimoine, Matignon lieu de pouvoir, comment ça marche, qu'on a réalisé aussi avec le concours de l'agence Vue et notamment de deux photographes, Paolo Verzon et Stephen Dock. Voilà, on raconte un peu sur un ton un peu fun, mais quand même institutionnel, qu'est-ce que c'est que Matignon. C'est uniquement en photo et c'est une forme de récit très dynamique avec la photo. Par exemple, sur le téléphone, voilà, sur les smartphones, on dit non, ça marche pas. On dit, voilà, non, ça marche pas. Alors, on a trouvé une petite astuce pour dire, certes, ça marche pas, mais il y a un petit truc rigolo qui se passe, qui donne envie d'aller voir. Mais il y a des fois où on est obligé de dire, non, là, ça marche pas sur un petit écran. Il faut aller le voir sur un autre écran. Voilà. Donc, c'est toujours du sur-mesure et en fonction des histoires. J'aimerais te poser une dernière question. C'est d'expliquer sous forme de conseil aux photographes qui nous écoutent à quoi ils doivent penser s'ils veulent soumettre un projet multimédia. Qu'est-ce qu'ils doivent mettre en avant? Leur histoire, leurs photos, et surtout dégager une énorme envie de venir sur Internet. En fait, c'est plus une adhésion aux valeurs et une adhésion aux principes de distribution, une adhésion à l'envie d'apprendre, une adhésion à l'envie d'être créatif, que des solutions de storytelling. Les solutions de storytelling, d'interactivité, de format, est-ce qu'on met un split screen, est-ce qu'on met des clics, est-ce qu'on met pas des clics, ça on le définit ensemble. Aujourd'hui vraiment, en tout cas moi, là c'est très très personnel à Upian, on attend avant tout des auteurs avec des bonnes histoires. Voilà. Et une énorme envie, voilà, et une adhésion sur les valeurs de l'Internet. C'est ça le plus important. Je sais pas si c'est très précis comme réponse, mais je veux pas de geek, quoi. Voilà. Surtout pas, quoi. Surtout pas. Surtout un point de vue et des auteurs. Et je rêve à long terme, voilà, que Upian ait eu la possibilité au fil des années de faire émerger des auteurs sur ce terrain qu'est l'Internet. Merci Alexandre pour ce conseil et pour l'entretien. Merci.